Il est 12 heures. C'est parti. Bonjour, bienvenue à tous. Vise Montréal 15. Euh, Aujourd'hui, on est accompagné de deux personnes superbes, Naël et Olivia. Euh, on va tous les trois parler de notre parcours à partir de la découverte qu'on a faite de Détroit. Qu'est-ce que c'est Détroit? Qu'est-ce que c'est aussi la visualisation de données? On va partir du tout début. Je vais commencer par partager mon écran parce que je vais faire une petite présentation générale. Visualisation Montréal. Le numéro 15 aujourd'hui est Détroit et le futur de la data vise. Ça veut dire plusieurs choses. C'est ce qu'on va voir. Le comité organisateur a changé un petit peu depuis la dernière fois, depuis qu'on s'est arrêté cette année. Christophe Villot, c'est moi-même, et Francis Gagnon de chez Voilà font partie des fondateurs. Maintenant, nous ont rejoint Thomas Hurtu, qui s'occupe de la technique aujourd'hui, et Florence Vallée-Dubois, qui va s'occuper entre autres de la conversation sur YouTube. On vous invite d'ailleurs à participer le plus possible. Après chaque présentation, il va y avoir une petite période de questions. Donc c'est vraiment le moment d'utiliser les bénéfices d'être live, d'être là au bon moment. Vise Montréal a été créé en 2014, on est 1900 membres à peu près, donc on est rendu au 15e. Vous pouvez nous suivre sur Twitter, sur Vise Montréal. Maintenant, vous pouvez venir discuter avec nous sur Discord. Euh, Ici, je vais partager ces diapositives-là, des diapositives, après le meet-up, puis vous allez pouvoir donc aller directement nous rejoindre sur Discord. Et je vous rappelle qu'on est en direct sur YouTube, c'est enregistré, donc vous allez pouvoir partager la vidéo après. On a eu toutes sortes de commanditaires, on a eu toutes sortes de participants au fil des années, on est très fiers de ça. On essaie de vraiment faire la promotion de ce qui se passe à Montréal, ce qui se passe dans le monde francophone. On aime ça aussi mélanger ça avec toutes nos connaissances de, d'experts en dataviz un petit peu partout dans le monde. On avait l'habitude de commencer les meet-ups avec une petite description de qu'est-ce que c'est la visualisation. Toujours quelque chose d'un petit peu différent selon qui en parle. Aujourd'hui, c'est moi qui en parle. Euh, pour moi, la visualisation, c'est vraiment comment faire correspondre des données à des attributs graphiques. Des données, c'est rien. Quand on fait juste regarder les données, c'est un paquet de mots, un paquet de chiffres, on essaie de les organiser. La façon de les organiser, c'est de les faire correspondre à des attributs graphiques. Qu'est-ce que ça veut dire? Voyons voir. Moi, j'aime beaucoup un livre de Bertin qui est assez ancien, qui s'appelle Sémiologie graphique. Un livre qui est assez difficile à retrouver en français, mine de rien. C'est pour ça que j'ai réussi à vous en trouver un PDF ici. Sinon, ben, vous pouvez attendre qu'il soit réimprimé ou bien l'acheter en anglais. Euh, J'aime bien voir ça sur le pipeline de DataViz. Comment on passe des données aux attributs graphiques? Il y a beaucoup de personnes qui ont écrit sur ça. Ici, c'est un article en particulier où est-ce qu'on se dit, OK, il y a toutes sortes de choses qui se passent du côté des données. Il y a toutes sortes de transformations. Il y a des abstractions du côté des données. Il y a aussi des abstractions du côté de la visualisation jusqu'à en arriver à être sur papier, sur un écran, à prendre certaines formes. C'est quelque chose qui est très bien étudié. C'est quelque chose qui est aussi très bien formalisé. Par exemple, j'aime bien ce livre-là, mais qui est assez complexe, mais qui est très complet, qui s'appelle The Grammar of Graphics. C'est qu'on peut faire des grammaires avec ça. On peut vraiment faire des formalisations. Ici, par exemple, ce chapitre-là s'appelle How to make a pie, comment faire une tarte. En gros, comment faire un pie chart. Si on voit ça comme une boîte noire où est-ce qu'on met des données dedans puis des graphiques sortent, qu'est-ce qui se passe dans faire la tarte? Quand on regarde un peu, il se passe plusieurs choses. Il y a comme toute une algèbre de comment passer de l'espace de données à un espace qui est abstrait, qui est un espace là, de transformation, jusqu'à mapper sur des attributs graphiques. C'est quelque chose qui est très bien étudié, mais qui peut devenir très complexe. Ce livre-là a beaucoup d'algèbre relationnelle dedans.
Il y a beaucoup d'articles qui sont écrits, celui-là est quand même relativement vieux, 1986, mais ça remonte de beaucoup plus loin sur... C'est tellement bien formalisé que ça s'automatise aussi. On peut dire, OK, donnez-moi les données, je vais vous faire des graphiques avec ça. Euh, Ça s'automatise bien parce qu'on connaît bien tous ces attributs-là. On connaît bien les phénomènes de perception aussi. Par exemple, quand je parle des attributs graphiques, qu'est-ce que c'est? La position, les longueurs, les angles, les densités de couleurs, des choses comme ça. C'est toutes des caractéristiques de perception qui sont bien étudiées, ou est-ce que quand on fait le bon mapping entre les données et les graphiques, on est capable de découvrir des motifs, on est capable de comprendre des relations. Donc, on est capable vraiment là, de parler directement au cerveau des gens par le canal visuel, qui est un canal qui est bien adapté à trouver des motifs. Qu'est-ce que D3 fait dans tout ça? C'est ce qu'on va voir, mais pas tout de suite. Parce que d'abord, ce que je veux présenter, c'est aujourd'hui, on est 3 personnes. Moi, je vais faire une présentation. Olivia va en faire une. Naël va en faire une. Tous les trois, ce qu'on s'est donné comme thème, c'est un peu qu'on on part de Détroit, puis on s'en va ailleurs. On a eu des parcours différents. Ma partie sera sur les 10 ans de Détroit. Détroit a commencé, ça fait 10 ans. Donc ça fait quand même assez longtemps. Pour un outil web, c'est quand même un tour de force. Qu'est-ce que c'est comme outil? Allons voir. Détroit a un site web qui l'explique quand même assez bien, qui a des exemples, qui a de la documentation, qui a toutes sortes de choses comme ça. Mais en gros, c'est un outil de programmation. Il faut être programmeur pour pouvoir utiliser ça. C'est en JavaScript. Ça utilise les technologies web, HTML, SVG, CSS, Canvas, même du WebGL, etc. Donc, c'est en gros des briques de base pour construire ces outils de visualisation. Construire des visualisations ou construire des outils d'exploration de données. Donc, c'est quand même assez bas niveau. C'est quelque chose qui sort du milieu des académiques. Vous allez voir passer le nom de Mike Bostock souvent. D'ailleurs, dès que vous voyez passer le nom de Jeffrey Heer, lisez tout ce qu'il fait. Tout ce qui sort de son écurie est toujours excellent et très inspirant. Donc, ici, en lisant l'article, vous pouvez mieux comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière cette librairie de graphiques-là. Maintenant, on n'ira pas trop loin dans qu'est-ce que ça veut dire exactement, mais je voulais quand même en donner une sorte une image. Sur le web, tout est fait dans par exemple, des lettres, des cases. Il y a comme tout un système pour faire de l'encodage de tout ça. Par exemple, si moi je voulais coder un diagramme à barre avec des éléments graphiques qui sont contrôlés par mon navigateur web. Par exemple, div, c'est rien d'autre qu'un rectangle. Ici, moi, je dirais, OK, j'ai des chiffres 4, 8, 15, 16. Ce que je veux, c'est prendre la largeur des rectangles et que ça corresponde à ces données-là. Par exemple, 4 va avoir 40 pixels. 23 va avoir 230 pixels. C'est comme ça que je suis capable de comparer toutes ces largeurs-là. Maintenant, faire ça à la main, si je voulais changer mon ensemble de données, il faudrait que je refasse tout. Il y a, il y a- il y a quelque chose de très difficile à le faire comme ça. Ce que D3 nous permet de faire, c'est de l'automatiser. En gros, on décrit comment on veut mapper les données au graphique. On dit, voici mes données, ça c'est mon ensemble de données. Pour chaque élément de mon ensemble de données, euh, disons que la largeur va être la valeur qui est en ce moment dans mon ensemble de données fois 10, et c'est ça qui va donner les pixels. Par exemple, 4 fois 10 va faire 40 pixels. Donc, vous voyez ici que c'est du JavaScript qui utilise les technologies web et qui permettent de décrire comment on veut que les données soient mappées sur des attributs graphiques, comme la largeur, la hauteur, l'orientation, la couleur. OK? On n'ira pas plus loin que ça dans la description de qu'est-ce que c'est D3, mais c'est très bien étudié. Puis d'ailleurs, je vais vous montrer comment on fait pour étudier tout ça. D3, c'est un outil, mais pour moi, c'est surtout
une histoire de collaboration, c'est surtout une communauté. La DataVis aussi, c'est une communauté de gens qui veulent se développer des outils pour faire de l'exploration de données, pour mieux comprendre notre monde sous différents angles. Donc, j'aime bien que ça soit fondé sur des communautés, des gens qui ont à cœur de collaborer. Comment ça se traduit? Bon, ben, voyons d'abord que Détroit a 10 ans. Euh, on a fait quelques célébrations cette année. Vous avez tous les résumés sur le site qu'on a fait pour l'occasion, d3js.community. On a fait une sorte là, de parade, donc un concours de visualisation sur les données des 10 ans de Détroit. Moi, ma contribution à tout ça, à part le site web et tout, mais j'ai mis une sorte là, de ligne du temps, de ce qui s'est passé depuis les débuts de Détroit, puis on peut explorer, etc. Qu'est-ce qu'il y avait avant Détroit? Qu'est-ce qu'on faisait quand on l'avait pas? Qu'est-ce que Détroit est venu nous donner? Quand est apparu le premier code source, les premiers outils pour qu'on puisse collaborer à ce code source-là, euh, quand sont apparus les premiers livres, les premières conférences, etc. Euh, les premiers meet-up, comme ce meet-up-ci est aussi, donc, quand on a fondé un meet-up à San Francisco, après ça, moi je suis revenu à Montréal, j'en ai fondé là, quelques-uns ici, donc tout ça a des ramifications. Puis on peut suivre cette historique-là. Ce que je veux vous montrer, c'est quelques exemples d'évolution d'outils, de collaboration qui justement mènent à d'autres choses et à d'autres choses et qui s'amplifient comme ça. Par exemple, sur Détroit, comme en open source en général, on travaille avec des outils pour collaborer sur le code. Le code est quelque part, on peut le modifier, après ça on le resoumet, puis on peut être des dizaines de milliers de personnes à travailler sur le même code en même temps grâce à des outils comme ça, comme GitHub. C'est ici qu'on a toute la documentation de Détroit, qu'on a le code source de Détroit, etc. C'est ici aussi qu'on avait la galerie de Détroit. Donc, à toutes les fois que quelqu'un avait un nouvel exemple, on le mettait là. Mais moi, je l'entretenais beaucoup, j'en mettais, mais ça commence à devenir difficile, par exemple, de les catégoriser, de chercher à travers tout ça. Donc, à une certaine époque, je me suis dit, OK, je vais faire une autre galerie. Je vais tout mettre ça dans un Google Spreadsheet. Donc, tout le monde va pouvoir ajouter ces éléments. Euh, Après ça, on va pouvoir filtrer parce que on va avoir toutes les métadonnées pour dire c'est qui les auteurs, les types de graphiques. Puis c'est comme ça que j'ai fait une galerie de 2500 exemples. 2500, c'est beaucoup. Quand chaque exemple est quelque chose qui est une exploration de données et qui est un exemple de ce qu'on peut faire avec Détroit, qu'on peut le copier-coller pour le modifier, qu'on peut le repartager. Sur chacun des exemples, ça donne un lien vers la source. Par exemple, des choses du New York Times, parce que Mike Bostock est passé par le New York Times, etc. Plus tard, on s'est dit 2500 exemples, c'est pas assez. On s'est fait une galerie, maintenant défunte, 43 000 exemples. Donc, en gros, on s'est fait une machine pour pouvoir aller faire une liste de tous les exemples qu'on est capable de trouver, justement parce que la plupart de nous utilisons des systèmes communs. Donc on était capable de faire des robots pour aller chercher tous ces exemples-là, pour faire des captures d'écran, pour se faire des vignettes. Donc on avait une galerie de 40 000 exemples. Ces exemples-là, c'est tellement important pour la communauté que Mike Bostock, en 2013, à I.O., sa conférence était complètement sur ça, était sur à quel point Détroit s'appuie sur les exemples construits par la communauté. Dans le même ordre d'idée, dans l'idée de l'évolution des outils, puis comment la collaboration peut comme amplifier tout notre travail, GitHub a aussi un outil un peu plus simple de partage de code. Je mets juste un petit bout de code ici, après ça je peux envoyer le lien, quelqu'un d'autre peut, euh, peut le modifier, peut le repartager. Mais nous, vu qu'on est des êtres visuels dans cette communauté-là,
on s'est dit, oui, mais on veut voir ce que ça donne. On veut pas juste voir le code. Donc, Mike a développé un petit outil qui s'appelle Blocks, blocks.org, où est-ce que ça prend le GIST, ça prend donc ce code-là ici, on l'ouvre dans cet outil-là, on peut voir le code, mais on peut aussi le voir rouler. Donc, on peut interagir avec. Ça a été très populaire dans la communauté. Ça a permis justement de faire encore plus d'exemples, de les partager encore plus. Donc, quelqu'un dans la communauté, Ian Johnson, a aussi parti un outil qui allait encore plus loin. En plus de pouvoir voir le code source, de voir le résultat, on peut modifier le code source, puis en temps réel, le résultat va changer. Puis en temps réel, on peut aussi copier ça, puis en faire une copie, le modifier en temps réel, puis voir toute la ramification de notre collaboration, qui était inspirée par une conférence très intéressante de Brett Victor qui s'appelle Inventing on Principle, qui dit à quel point nos outils sont statiques, à quel point le web est statique, à quel point la vision du web, c'était pas ça avant. C'était vraiment un espace de collaboration où est-ce que tout est dynamique. Cet outil-là, après ça, Yann a parti un Kickstarter, c'est devenu Block Builder. Ici, c'est le même exemple. Ça part encore du même GIST. La source est pareille, mais ici, je l'ouvre dans ça. Je peux encore interagir avec, comme avec le Blocks. Là, maintenant, je peux changer n'importe quoi en temps réel. Puis c'est ça qui va aller aussi dans la galerie. Donc, en plus d'avoir une galerie de 40 000 exemples, je peux toujours les ouvrir ici, je peux les voir rouler, je peux les modifier, puis après ça, je peux les repartager. Donc, c'est tous des outils d'amplification de ce qu'on fait dans la communauté. C'est ce que je voulais montrer avec ce petit survol là, des 10 ans de Détroit, c'est que pour moi, c'est pas un outil. L'outil est très simple. L'outil est juste le minimum pour pouvoir passer des données aux éléments graphiques sur le web. C'est tout. L'outil est quand même assez simple en soi. De l'utiliser, c'est pas si facile parce qu'il faut être un programmeur. Mais grâce à tout cet effort-là de la communauté, de construire des choses par-dessus les choses des autres, c'est comme ça qu'on a pu fournir tous ces exemples. Donc, qu'est-ce que c'est le futur de Détroit? Détroit va continuer d'être sur la collaboration, donc vous pouvez venir nous rejoindre sur le Slack ici. Donc, je vais partager tout ça. Vous allez pouvoir voir le Slack. Le Twitter, c'est celui que je maintiens depuis 2012 maintenant. On s'est fait une nouvelle liste d'envoi. Puis quand on veut poser des questions techniques, on se retrouve sur Stack Overflow où est-ce qu'il y a des centaines de milliers de réponses déjà toutes prêtes pour vous. Donc, D3 fournit les briques de base pour construire ces outils-là. Mais moi, ce que je vois dans le futur de D3, c'est de penser moins aux outils, de penser moins comme aux façons de construire, finalement de penser moins à notre marteau, puis plus à une maison, ça ressemble à quoi, puis encore plus, quel genre de maison on veut. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de librairies graphiques qui se sont développées au cours du temps. Il y a certains standards de librairies graphiques. Mais l'équipe de base de Détroit, dont Mike Bostock et plein de grands contributeurs de la communauté, ici, je fais juste vous montrer Vega, qui est une façon de construire des graphiques sans avoir à penser à ce niveau très bas des briques de base. C'est encore par la gang de Jeffrey Here. Mais ici, ce que je veux vous montrer, c'est Observable. Observable, c'est un notebook. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est que je peux écrire des choses. En fait, c'est comme un manuel scolaire. J'ai du texte, j'ai des explications, j'ai des images, mais toutes les images, je peux les programmer pour qu'elles soient des interactifs. Par exemple, ici, moi, je me suis intéressé aux motifs sur les coquillages. J'ai trouvé un livre qui avait des vieux exemples en C++ puis en BASIC. Je les ai traduits en JavaScript, puis ici, bon, ben, ça me permet d'avoir quelque chose qui est interactif avec des presets. Puis après ça, je peux utiliser chaque partie de mon algorithme pour essayer de découvrir des nouveaux motifs
qui pourraient ressembler à des motifs que je peux trouver sur d'autres coquillages. Donc, ce qui est intéressant, c'est que à chacun de ces éléments-là, je peux aller voir le code source. Puis, même chose encore une fois, j'ai le code, j'ai le résultat, c'est interactif. Mais maintenant, à la place de juste le faire pour apprendre ces outils-là, c'est vraiment fait pour apprendre quelque chose d'autre. Ici, c'est de la simulation de motifs sur des coquillages. Donc, dans la communauté, c'est un petit peu ça qu'on voit. C'est maintenant, on arrête de juste penser à nos outils, on pense à quel impact on peut avoir sur le monde en général. Puis c'est pour ça que je suis content d'avoir aujourd'hui Olivia et Naël, qui sont deux personnes qui travaillent vraiment dans le storytelling, puis dans dire quelque chose avec les données. Olivia, est-ce que tu es prête? Oui, je suis prête. Je vais juste lancer mon partage d'écran et puis on va pouvoir commencer. Est-ce que ça fonctionne pour tout le monde? Oui. OK, super. Donc, bonjour tout le monde. Je me présente. Je m'appelle Olivia. Puis, je vais vous parler aujourd'hui de commencer une carrière en Détroit parce que je suis quelqu'un qui est en ce moment en début de carrière relativement et qui a décidé de s'angler vers la visualisation de données et l'utilisation de Détroit à travers ma carrière. Donc, je vais vous parler un peu de ce choix-là. Puis le sous-titre de ma présentation aujourd'hui, c'est communiquer avec le code ou coder pour communiquer. Parce que vous allez voir, en général, je code, mais je le fais dans un contexte de communication. Donc, ça fait en sorte que ces deux disciplines-là se rejoignent à travers mon travail. Donc, ça, c'est juste un petit plan de la présentation aujourd'hui. Ça va être assez court, mais je vais commencer par me présenter un peu plus, parler de mes expériences de travail, un petit peu plus sur Détroit, puis donner quelques conseils à la fin. OK. Donc, moi, je suis en ce moment une développeuse de visualisation de données au journal Le Devoir. Donc, ce que ça veut dire, c'est que je travaille avec des journalistes qui font des articles qui sont reliés à la donnée et à la visualisation de données et que je vais travailler avec eux pour créer des visualisations qui vont être mises par la suite sur le web. Donc, ça, c'est mon rôle au Devoir. Et en général, mes intérêts sont liés à la visualisation de données, bien sûr, puis plus dans un contexte large à la communication et au design de données, parce que si on travaille en visualisation de données, on le sait, ce n'est pas aussi simple que de visualiser la donnée. On a aussi le contexte plus large parce qu'on a besoin de communiquer avec notre public et d'offrir un bon design pour cette communication-là. Donc, je suis vraiment intéressée à tous ces aspects-là de la donnée. Sinon, je suis intéressée par les nouveaux formats narratifs, donc par exemple des nouvelles façons qu'on peut montrer des histoires journalistiques sur le web, ça m'intéresse beaucoup, puis aussi d'utiliser la créativité là-dedans. Sinon, c'est sûr que je suis intéressée par le journaliste de données, que je suis impliquée là-dedans au Devoir. Puis, dans un sens plus général, j'ai un background en sciences de données et en intelligence artificielle, mais bien que je m'en serve un peu moins de nos jours. Donc, juste pour concrétiser un peu plus mon cheminement, vu que je suis ici pour vous parler de ma carrière. Donc, mon cheminement a commencé à Polytechnique. Donc, j'ai fait un bac et une maîtrise en génie logiciel. Donc, ça veut dire que j'ai un background plus en programmation, plutôt qu'en communication ou en design, qui sont aussi des compétences que j'utilise, mais que je n'ai pas de background académique et que j'ai plutôt appris au travail, disons. Sinon, j'ai été aussi chargée de laboratoire. Donc, j'ai travaillé dans le domaine de l'éducation où est-ce que j'ai travaillé avec des étudiants pour leur apprendre la visualisation de données dans le contexte des labs. Et aussi, j'ai fait la préparation de matériel pour des cours justement de visualisation de données. Donc, j'ai travaillé aussi dans ce domaine-là. J'ai été développeuse chez Voilà, donc une compagnie montréalaise de design d'information. Et j'ai aussi été, bien sûr, développeuse au Devoir, ce qui est mon rôle actuel. Donc, comme on peut voir, mon parcours a été assez multidisciplinaire. Donc, j'ai travaillé, comme j'ai mentionné, en éducation, en design d'information dans une firme plus privée et sinon, en ce moment, en journalisme. Donc, c'est quand même assez divers les domaines auxquels j'ai touché.
Mais ce qui est intéressant, c'est qu'à travers tout ça, j'ai tout le temps utilisé Détroit. Donc, Détroit, comme mon domaine, c'est vraiment multidisciplinaire parce que quand j'ai travaillé dans tous ces domaines-là, j'ai toujours trouvé une utilisation pour Détroit pour répondre à mes besoins de visualisation de données. Donc, que ce soit pour apprendre la visualisation de données et l'enseigner à des étudiants, de faire purement du design d'information pour des clients ou de travailler avec des journalistes, Détroit a toujours été là pour moi pour répondre aux besoins divers de ces milieux-là. Donc, juste pour concrétiser un peu à quel point ces domaines-là sont différents, j'ai une petite comparaison ici des différents domaines dans lesquels moi j'ai travaillé et où est-ce que si vous vous intéressez à une carrière en visualisation de données, ça pourrait être peut-être des domaines d'intérêt. Donc, je me suis dit que je comparerais un peu les caractéristiques de chaque domaine si jamais vous vouliez vous angler par rapport à un de ces domaines-là. Donc, j'ai travaillé en éducation où est-ce que la durée de projet est assez longue en général, où est-ce qu'on travaille surtout avec des étudiants pour leur enseigner des notions de visualisation et où est-ce que la principale difficulté, c'est de s'ajuster aux différents niveaux des différents étudiants. Donc, pour les étudiants plus ou moins avancés dans un certain sujet, il faut pouvoir quand même rejoindre tout le monde pour bien enseigner la matière. Sinon, dans une firme de design, en général, la durée de projet va être de court à moyen terme. Donc, c'est assez variable, mais on veut un peu moins dans le long terme en général. Le public cible est très variable parce qu'on travaille en relation avec des clients. Donc, ça dépend en fait du client avec qui, lui, il entre en relation. Et sinon, en général, notre objectif, c'est de faire du design d'information, bien sûr, pour répondre aux besoins clients. Et ça, c'est aussi notre défi principal, c'est de vraiment comprendre, puis qu'on travaille tout le temps avec des clients différents, donc de comprendre vraiment le contexte particulier auquel on s'attaque dans chaque cas. Sinon, en journalisme, en général, on a des délais de court à long, donc c'est vraiment dépendant de la réalité du monde qu'on veut représenter dans un travail journalistique. Le public cible et le grand public. Notre objectif est de raconter l'histoire, de montrer la réalité et la problématique. Et le défi principal, c'est de s'adapter aux évolutions de l'histoire. Donc, parfois, une histoire, pendant qu'on travaille dessus, pourrait être amenée à évoluer. Et puis, l'enjeu est de vouloir faire du design de données pendant que la donnée peut être amenée à évoluer sur le terrain. Donc, c'est un enjeu quand même assez intéressant. Donc, dans tous ces domaines-là, même s'ils sont assez différents et comportent toutes ces caractéristiques différentes-là, Détroit m'a toujours accompagnée. Donc, je vais juste parler un peu plus de pourquoi est-ce que Détroit a pu me suivre à travers ce parcours assez varié-là et a pu m'aider à remplir toutes ces fonctions-là. Donc, pour commencer, je voulais vous montrer quelques caractéristiques de Détroit, en fait, que je considère ses forces, que pour la plupart, j'ai relevées par moi-même selon mon expérience, puis que sont des caractéristiques du langage de programmation, mais sans rentrer dans trop de technique pour le moment. Donc, Détroit, c'est un langage de programmation, en fait, une librairie, disons, pour être précis, qui est très flexible. Donc, presque tout est réalisable et personnalisable en Détroit. Donc, on peut imaginer n'importe quelle visualisation de données qu'on veut faire, ça va être réalisable en Détroit. Il est agnostique. Donc, Détroit peut s'insérer dans n'importe quel framework. Donc, quand on crée une page web, un site web, un projet web, souvent, on s'insère dans un contexte plus large d'un système qui existe déjà, d'une technologie qui a déjà été choisie. Donc, peu importe cette technologie-là, normalement, on peut quand même intégrer Détroit. Donc, ça fait en sorte qu'on peut l'utiliser assez facilement dans plein de contextes. Sinon, Détroit nous permet d'être créatifs. Donc, Détroit, on travaille surtout avec du SVG. Donc, pour ceux qui ont peut-être un background plus en design graphique, vous connaîtrez SVG. Puis Détroit s'agence vraiment bien avec ça. Puis SVG permet de faire des effets visuels vraiment créatifs, vraiment intéressants sur le web qu'on ne peut pas faire avec le web classique. Donc, ça nous permet beaucoup de créativité dans le rendu visuel. Donc, c'est vraiment une force. Détroit est très adaptable, donc on peut utiliser l'approche sur toutes sortes d'éléments, dans toutes sortes de contextes. Il est très supporté, donc comme on a un peu discuté au début de la présentation, il y a une large communauté en ligne de soutien et de développement.
Et aussi, il est dynamique. Donc, la librairie nous permet facilement d'ajouter des interactions et des animations à nos graphiques. Donc, on n'a plus seulement des graphiques statiques sur le web, mais les graphiques peuvent bouger, peuvent avoir des éléments cliquables, hoverables. Donc, c'est vraiment super puissant. Donc, tout ça pour dire que peu importe le contexte qu'on a, ou presque peu importe le contexte qu'on a, en autant qu'on ait quelque chose de visuel qu'on veut le rendre, D3 peut s'adapter à ce contexte-là. Puis maintenant, j'allais vous montrer quelques exemples de mon travail qui démontrent pourquoi est-ce que ces caractéristiques-là de D3 sont tellement importantes et le rendent tellement flexible pour répondre aux besoins de différents milieux. Ah, et en fait, j'ai une question. Donc, juste avant de continuer, je vais répondre à la question. La question est, certains ont-ils comparé D3 avec Svelte.js? Connaissez-vous des cas d'utilisation de D3 avec Power BI? Peut-on les utiliser ensemble? En fait, D3 peut s'intégrer à Svelte.js si on le désire. Svelte.js, c'est un framework qui a été créé, qui est un framework semblable à Angular, ou c'est un framework de programmation sur le web. Et Svelte.js, on peut l'utiliser puis intégrer D3 à l'intérieur. Donc, ce n'est pas nécessairement une alternative à D3. On peut utiliser les deux ensemble si on veut. Mais sinon, on peut aussi juste utiliser le framework Svelte. Mais quand même, si on veut utiliser la puissance de D3, ça peut être avantageux d'utiliser D3 avec Svelte.js, en fait. Et sinon, est-ce que je connais des cas d'utilisation de D3 avec Power BI? Personnellement, non. Et je ne suis pas familière avec Power BI. Ouais. Mais peut-être que les autres présentateurs aujourd'hui pourraient parler là-dessus. Oui, moi, je développe des outils de business intelligence depuis mon doctorat qui a terminé en 2012 à l'ETS avec Michael McGuffin d'ailleurs. Et puis, oui, ça s'intègre bien. Encore une fois, D3, dès qu'il y a des technologies web, dès qu'on peut utiliser du HTML, du SVG et tout, ce qu'on peut faire avec Power BI. Donc, ça permet de créer vos propres graphiques à l'intérieur de Power BI. C'est intéressant. OK, donc on va revenir à la présentation. Donc, je m'en allais vous montrer deux exemples qui montrent un peu les différentes forces de D3 que j'ai présentées ici. Donc, comment est-ce que dans la réalité, ces forces prennent forme pour donner des projets? Donc, je vais vous montrer un projet ici que j'ai travaillé dessus quand je travaillais chez Voilà Design d'Information. Donc, crédit à Voilà Design d'Information pour avoir travaillé avec moi sur ce travail-là, surtout au niveau du design d'information. Mais c'est moi qui ai programmé ce travail-là. Et puis, dans ce travail-là, on a montré la position du Canada actuellement par rapport à son objectif de net zéro émission de gaz à effet de serre d'ici l'année 2050. Donc, dans le fond, ça serait les projections disons, voulu ou espéré pour le futur par rapport à ces émissions-là, ou est-ce qu'on voudrait se rendre ici au zéro pour l'année 2050, puis on commence ici en 2020, le projet a été fait en 2020 à ce niveau-là. Puis ça a été dans un format web. Ici, comme on peut voir, il y a une flèche qui indique que si on scrolle en bas, il y aura plus de texte qui s'affiche et puis le graphique est amené à évoluer pendant qu'on scrolle dans la page. Mais la raison que je vous montre ce projet-là en particulier, c'est pour revenir sur mes points précédents. Ici, on mentionne par exemple que D3, il est très créatif. Puis c'est pour ça que je voulais vous montrer cet exemple ici. Parce qu'en termes de visualisation de données, ici, le tout est très simple et très léger. Le message principal est qu'on veut montrer ici l'état actuel ainsi que la diminution projetée. Mais qu'on peut en plus, grâce aux puissances de D3, on peut rajouter au SVG un background ici qui est un nuage
qui fait allusion aux nuages de CO2 ou à l'environnement. Donc, il fait un petit peu plus parler le graphique pour s'agencer avec le sujet puis lui donner un peu vie. Puis en plus, on a un petit effet ombré ici en termes d'éléments de design graphique pour faire popper les barres. Donc, on n'a pas seulement un graphique à barres ici, mais on a un graphique à barres qui a été complètement redonné vie grâce au SVG puis au design ici avec les nuages. Donc, ça permet de rajouter plus d'éléments créatifs à ce qui aurait été un bar chart assez typique. Et pour continuer, j'ai un deuxième exemple à vous montrer aussi. Celui-ci est tiré de mon travail au devoir. Donc, c'est un article qui a récemment paru avec les journalistes Jessica Nadeau et Marie-Michel Sioui au devoir. Donc, on a fait un travail sur les distances qui sont parcourues par les personnes autochtones pour visiter les hôpitaux, où est-ce que ces personnes-là ne reçoivent pas nécessairement des traitements de haute qualité dans tous les cas, donc sont reçus avec préjugés dans ces cas-ci. Donc, on voulait montrer cette réalité-là. Puis pour le montrer, on n'avait pas de données dans ce cas-ci, sauf les distances parcourues par les personnes qu'on avait trouvées qui avaient reçu des traitements avec préjugés dans les hôpitaux. Donc, notre intention était de mettre l'emphase sur le chemin qui avait été parcouru par ces personnes-là parce qu'il était vraiment très long et que visuellement, de le voir sur une carte, on trouvait que c'était une manière efficace de mettre l'emphase sur vraiment cette longue distance-là et cette difficulté supplémentaire-là aux accès aux hôpitaux que ces personnes-là ont. Et puis, si on voit la carte, ça fait ressortir d'autres caractéristiques que j'ai relevées ici, comme par exemple que l'approche est adaptable. Donc, technologiquement, on peut l'utiliser avec plusieurs technologies. Dans ce cas-ci, on a un élément HTML Canvas, donc juste pour montrer qu'il y a vraiment toutes sortes de contextes technologiques dans lesquels on peut utiliser D3. Et aussi le dynamisme, donc le fait d'ajouter des interactions. Donc ici, dans le fond, quand on voit sur le web le site, le trait se trace vraiment en animation pour vraiment voir le chemin qui a été fait par la personne comme si c'était la personne qui se déplaçait sur la carte. Et puis, donc c'est ça c'est mon expérience personnelle à travers ma carrière avec D3. Donc, on a pu voir c'était quoi exactement ma carrière, à quel point elle est variée, mais que D3 m'a accompagnée tout au long de cette carrière-là. Et puis, ça montre que la flexibilité de D3 se prête bien à la complexité de l'information. Donc, le fait que ma carrière est tellement variée et que j'ai pu me servir de D3 à travers tous ces différents domaines-là montre à quel point que D3 se prête bien à vraiment divers contextes. Et la raison est à cause qu'il est tellement flexible. Donc, si on remarque à travers les différents chemins que j'ai pris ou les différents milieux dans lesquels j'ai travaillé, il y a un point qui est en commun qui est la communication, donc de communiquer en éducation à des étudiants pour leur enseigner une matière. Sinon, en design d'information, l'idée est de communiquer une donnée à un public cible ou en journaliste de communiquer l'histoire aussi au public plus général. Le point commun pour moi, c'est vraiment la communication. Donc, dans le fond, ma recommandation plus générale pour ceux qui voudraient s'aligner dans une carrière en D3, ça serait pas nécessairement de se dire oui, je vais travailler en D3, je vais devenir vraiment bon en D3, je vais comme me prendre expert là-dedans. Ça serait plus de s'aligner pour un domaine où est-ce que la communication se met de l'avant, malgré le fait qu'on soit dans un domaine plus technique. Et puis, dans ce moment-là, c'est sûr que D3 va être utile et qu'on pourra s'en servir. Donc, ça va découler naturellement. Donc, c'est ça, c'est tout que j'ai pour vous aujourd'hui. J'ai juste mis mes informations de contact ici si jamais quelqu'un a des questions pour moi après la présentation. Et puis aussi des liens de travaux qui ont été faits au devoir, donc si jamais. OK, merci beaucoup. Effectivement, on va tout partager ça sur meetup.com, puis on va aussi partager ça sur Discord pour ceux qui veulent nous rejoindre sur Discord. Est-ce que c'est à moi? C'est parti. Ouais, OK.
Oui, maintenant c'est au tour de Naël. Mais de quoi va-t-il nous parler? Suspense, suspense. Alors, je vais partager mon écran. Hop. OK. Donc là, vous devriez voir le site web de mon portfolio. Je vais juste mettre Oui. ça ici. Puis d'abord, pour commencer, merci beaucoup pour l'invitation. C'est toujours très chouette et l'esprit de communauté, comme tu le disais, Christophe, est super important. Et je tiens à souligner le travail des gens comme toi qui ont permis beaucoup la démocratisation de Détroit finalement. Et moi, je fais partie des gens qui ont utilisé énormément d'exemples pour essayer de comprendre un petit peu qu'est-ce que ça faisait. Parce que je suis journaliste, je ne suis pas développeur. Et j'ai commencé à utiliser Détroit en 2015, quand j'ai vraiment basculer de journaliste télé-radio à journaliste de données, un journaliste avec une approche quantitative. C'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à utiliser Détroit. Je vais vous présenter plusieurs projets par rapport au crédit qu'on doit apporter à ces projets-là, il y a aussi beaucoup de travail des deux designers avec qui je travaille à Radio-Canada, Santiago Salcido et Francis Lamontagne. Donc, tout ce que je vais vous montrer, c'est aussi leur travail et c'est important de le souligner. Alors, moi, quand j'ai commencé à utiliser Détroit, mon intérêt à moi comme journaliste, c'était de raconter ce que j'avais trouvé. Les journalistes, on se pose des questions, on cherche des réponses, on décortique tout ça, on analyse tout ça, puis ensuite, ce qu'on a compris de la situation, on essaye de le vulgariser, de le communiquer aux gens de la façon la plus claire possible. Et moi, je vais vous montrer la fonction qui m'intéressait le plus dans Détroit, c'était Détroit Transition. Je trouvais ça extraordinaire comme journaliste de pouvoir montrer quelque chose, puis tout d'un coup de pouvoir faire une transition super fluide, super belle vers autre chose. Et ça me permettait d'expliquer des choses compliquées en petits morceaux pour que ce soit plus simple pour les lecteurs. Je vais vous montrer un des premiers projets que j'ai publié à Radio-Canada. C'était sur les finances des universités québécoises. J'avais obtenu une base de données exclusive avec tous les postes budgétaires des 20 dernières années pour les universités du Québec. Et dans la visualisation, au fur et à mesure qu'on défile, on est capable de voir une petite illustration où chaque carré représente 15 $. Ça, c'est la facture étudiante en 1997 ajustée à l'inflation. Puis ensuite, je pouvais montrer, en 2016, voici à quoi ça ressemblait. Puis, avec des animations, je pouvais faire ressortir, voici ce que les étudiants payaient en plus. Mais je pouvais aussi prendre ces petits carrés et les animer ensuite pour dire, hey, voici à quoi servait cet argent. Puis aller encore plus dans le détail au fur et à mesure pour expliquer quelque chose qui, au final, est compliqué, mais que je pouvais vraiment décortiquer étape par étape pour le faire comprendre aux gens. Et évidemment, comme c'est une visualisation sur le web, tout ça peut être responsive, peut s'adapter à l'écran. Et un gros travail qu'on fait aussi, c'est de transformer tout ça dans des formats qui fonctionnent super bien sur mobile. Et toutes nos visualisations dans mon équipe sont aussi adaptées au mobile. Donc, ce n'est pas pour rien que les barres et les petits carrés ont été utilisés dans un format vertical. C'était aussi parce que ça rentre super bien sur un écran étroit et haut et on peut expliquer tout ça au fur et à mesure. Donc moi, Détroit Transition, c'était vraiment une des principales raisons en fait pourquoi j'utilisais Détroit. Et c'est probablement terrible à entendre pour les gens qui sont des experts en Détroit parce que Détroit fait plein d'autres choses. Mais moi, pour raconter mes histoires, c'était ça que je trouvais absolument extraordinaire. Et évidemment, il y a plein d'autres choses que Détroit fait qui sont formidables. Et en fait, en étudiant et en utilisant de plus en plus la librairie, ça a aussi beaucoup amélioré juste mon code JavaScript parce que je ne suis pas un développeur. Il y a beaucoup de choses que j'ai appris, puis il y a certaines philosophies qui est utilisée dans le code Détroit. C'est beaucoup de choses que je réutilise jusqu'à aujourd'hui. Et toujours par rapport à ces animations-là, un autre exemple, ici, c'était une petite analyse des élections, des résultats électoraux de 2018. Pourquoi la CAQ a gagné. Encore une fois, j'étais capable de représenter 100 points pour 1% des électeurs, puis de découper tout ça en fonction de pour qui ils ont voté, ou du moins pour quelles intentions de vote ils avaient. Et au final, d'expliquer quelque chose qui est beaucoup de chiffres, mais je n'ai pas besoin de montrer les chiffres. Je peux les représenter, je peux les visualiser. Et à chaque fois, ce que je vous demande de lire, c'est juste un petit bout de texte. Et étape par étape, vous allez comprendre quelque chose qui finalement était plutôt complexe. Il y a plusieurs autres exemples. Celui-ci sur
l'accumulation de neige au sol au Canada et l'impact avec le réchauffement climatique. Ça, c'est du D3 avec des petites illustrations en plus et des petites animations de flocons de neige qui tombent. Et je vais vous montrer cet exemple parce que c'est aussi quelque chose qui est vraiment important dans ma réflexion. C'est oui, je veux utiliser des données, avoir une approche quantitative dans mon travail de journaliste, mais ensuite, comment je rends finalement ces données vivantes? Alors oui, il y a l'animation, mais il y a aussi tous les éléments finalement un peu de décor qui sont très importants pour rendre ces données vivantes, pour que les gens, quand ils regardent le projet, ils n'ont pas l'impression de lire une analyse quantitative. Mais c'est quand même ça finalement, au final. Évidemment, j'ai aussi publié des projets de cartographie. Ça, c'est le résultat des élections lors des dernières élections fédérales, avec toujours les animations, vous allez voir, pour expliquer les choses en détail. Donc, Détroit aussi est formidable pour la cartographie, évidemment. Puis je pense que c'est une des raisons aussi pour lesquelles il y a eu autant de cartes à un certain moment de données en journalisme de données, parce que Détroit était tellement bien faite comme librairie JavaScript pour faire des projets cartographiques, que ça rendait tout ça intéressant. Mais dans ma réflexion, après quelques années d'utilisation de D3, j'ai essayé de trouver d'autres manières d'explorer, de représenter des données. Et parce que mon mandat est aussi un mandat d'innovation à Radio-Canada, d'innovation journalistique pour les formats web, puis j'essaie de trouver, OK, comment je vais au-delà de ça? Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Et à un moment donné, et je l'ai retrouvé ce matin pour vous la montrer, à un moment donné, j'ai tapé Scatterplot D3 3D. Je me disais, peut-être que la 3D pourrait être quelque chose d'intéressant pour expliquer des données. Et ça a été republié, ça a été mis à jour, mais il y a 2 ou 3 ans, je pense, c'était déjà là. Et je suis tombé là-dessus, une visualisation que je trouvais extraordinaire. Évidemment, on ne comprend rien avec ça, mais là, tout d'un coup, j'avais les bases pour voir, hey, je peux utiliser D3, mais je peux aussi utiliser une autre librairie, 3GS, qui me permet de faire de la 3D dans le navigateur en utilisant un Canva et le WebGL. Et là, je me suis dit, waouh, le potentiel de la 3D pour faire des formats plus immersifs, plus illustrés, qui me permettraient d'expliquer des choses différemment et peut-être de manière très efficace pour accrocher les gens, les retenir et ajouter vraiment une dimension de récit dans mes visualisations de données. Et c'est ce que j'ai utilisé, 3GS, qui est cette petite librairie ici, qui est super bien faite. Vous avez plein d'exemples. Essentiellement, c'est un moteur 3D qui vous permet de créer des objets, des textures et ensuite de les animer dans votre navigateur à l'intérieur d'un élément Canva. Et tout ça, c'est juste du JavaScript. Bon, vous pouvez coder vos custom shaders aussi si vous voulez après. Et mon premier projet de 3D, je vais vous le montrer. J'ai décidé de prendre un des sujets les plus importants, mais aussi un des sujets les plus plates, le budget, le budget du Québec. Et là, je me suis dit, OK, je vais représenter le budget du Québec en bloc de Lego. Et je vais faire ça en 3 dimensions avec des animations. Donc ici, ce petit bloc de Lego représente 5 millions de dollars. À partir du moment où j'en ai un, ben là, je peux en créer plein pour vous montrer tout le budget du Québec, 121 milliards de dollars. Et je peux animer ensuite ces blocs de Lego et la caméra pour vous montrer certaines choses, comme par exemple les surplus budgétaires. Évidemment, avec la 3D, là, on brise plein de règles très importantes de la visualisation de données, notamment à cause de la perspective. Est-ce que vous êtes vraiment capable de voir que ça, c'est 2 milliards de données par rapport à ça? Pas vraiment. Donc là, il a fallu que j'adapte mes textes. Avant, j'évitais de mettre les chiffres. Maintenant, je les précise tout le temps. Et au fur et à mesure, je suis capable de vous décortiquer le budget du Québec dans un environnement qui ressemble finalement à un jeu avec des Lego et de rendre tout ça très simple pour vous le décortiquer étape par étape. Ce n'est pas de la grande analyse, mais c'est pas mal de travail de représentation pour réussir à produire cette expérience. Sur mobile, ça fonctionne avec des swipes. Vous swipez, puis la caméra bouge au fur et à mesure et les blocs de Lego s'ajustent. Ça, c'était mon premier test. Je ne vais pas tous vous les montrer, là, mais je vais vous en montrer quelques-uns.
L'année dernière, en décembre, je voulais faire un projet un petit peu bilan sur la COVID-19 pour l'année 2020. Voici pourquoi Noël a été annulé. Je voulais voir à quoi ça ressemblerait un projet de cartographie, mais avec de la perspective. Et là, ce que vous voyez, ce sont les régions sanitaires pour tout le Canada. Et les petits pics que vous voyez comme ça ici, ce sont le taux par 100 000 habitants du nombre de cas. Et au fur et à mesure qu'on avance, je suis capable de vous expliquer la situation pendant la première moitié de la pandémie. Puis ensuite, on peut passer à la deuxième moitié de la pandémie. Ça, c'était une exploration de cartographie en 3 dimensions. J'ai ajouté des ombres, j'ai ajouté des lumières, vous avez les annotations, vous avez une petite interaction avec le curseur. La position 2D du curseur est traduite dans cet univers 3D pour savoir sur quoi vous mettez votre curseur en ce moment, puis avoir un petit tour. Ça, c'était une autre exploration de, OK, est-ce que je peux faire de la visualisation de données, mais cette fois-ci dans un autre univers. Et il y a plein de fonctions de D3 là-dedans, les échelles, quand tu nous expliquais ça, Christophe, il y a plein de choses ici que j'ai repris de D3, puis même dans la philosophie de D3, d'avoir des listes d'objets avec des propriétés à l'intérieur. Je recrée tout ça dans mon code, moi, pour pouvoir gérer facilement ensuite ma visualisation de données. Puis petit à petit, je suis allé de plus en plus loin dans ce genre de représentation. Là, c'est la dernière qu'on a publiée il y a 2 semaines, si je me rappelle bien. Puis cette fois-ci, je voulais vraiment ajouter une dimension d'interaction. Donc ça, ce sont tous les vols qui atterrissent au Canada chaque semaine, en moyenne. Et je voulais vraiment ajouter une autre dimension. Donc c'est une visualisation de données, bien sûr, mais c'est une visualisation de données interactive, avec de la perspective, avec des animations et avec un décor. Et en fait, pour le futur de D3, le futur de la visualisation de données, moi, c'est un petit peu ça que je vois, des visualisations de données qui vulgarisent des histoires, mais avec de plus en plus d'éléments de décor, de plus en plus illustratifs à certains égards. Il y a plein de choses qu'on peut faire. On vit dans un univers en 3 dimensions avec des lois physiques. Il y a certains projets avec des visualisations de données où on pourrait imaginer que vous avez des données qui tombent sur une table, qui rebondissent. Il y a des lois physiques qu'on peut coder en JavaScript, il y a des librairies qui existent pour faire ça déjà. Toute la question du son aussi. On oublie souvent ça, on est souvent dans des univers en 2 dimensions sur nos écrans, mais on peut aussi ajouter du son à nos visualisations. Il y a tout un travail de data sonification qui se fait, qui est super intéressant et qu'on pourrait amener dans l'analyse et la visualisation de données pour le grand public. Et tout ça, le point de départ, c'était D3. Puis j'utilise encore plein de choses et je m'inspire beaucoup du code de D3. Et Observable, c'est une ressource extraordinaire pour les gens comme moi pour trouver des sources d'inspiration, identifier de bonnes pratiques, puis reproduire finalement ce que je vois. J'espère que je n'ai pas trop parlé. Juste assez. Super. Oui, en passant, on mettra un lien sur Meetup, mais juste pour prendre au bon ton idée de sonification. Ça commence à devenir de plus en plus à la mode. Donc, j'attends que Radio-Canada en fasse pour dire que ça devient mainstream. Ou le Je devoir. veux juste je veux juste vous partager qu'il va y avoir une conférence bientôt qui s'appelle Loud Numbers Data Sonification. Oh, Je dirais aussi, par rapport à ce que tous les trois on a dit, je pense aussi qu'il y a quelque chose du futur du journalisme dans tout ça. Dans Parce que le journalisme aussi, je pense qu'on se rend compte qu'il faut revenir aux sources. Les sources sont beaucoup dans le storytelling, dans avoir une culture commune, avoir des informations qui nous rassemblent ou qui montrent nos différences. Je pense que c'est ça que la communauté voit un peu plus. Les données, ça peut être très spécialisé, mais ça peut servir aussi comme outil, pas juste de communication, mais outil en général là, pour aider les sociétés en général à mieux se comprendre, puis à s'étudier, à faire des explorations. absolument. Les données sont absolument partout en ce moment. Tu sais. Les partis politiques les utilisent, les gouvernements, les compagnies privées, évidemment. Mais il y a cette espèce de utiliser les données pour expliquer le monde dans lequel on vit, puis mieux comprendre le monde dans lequel on vit. C'est un domaine fascinant. Il y a clairement beaucoup de potentiel et de travail là-dedans. Oui,
Oui, puis de ce côté-là, je suis d'accord avec ce que qu'Olivier a dit, que se trouver un travail dans ça, c'est juste un effet secondaire de s'intéresser à ça, de faire partie de la communauté, de s'intéresser comme à raconter des histoires. Donc, on se fait un portfolio un peu naturellement, on se fait connaître, puis c'est comme ça que c'est un travail où est-ce que moi, quand j'ai commencé, il n'y avait pas des études dans ça. La visualisation de données, quand on disait ce terme-là, personne ne comprenait. C'est quand j'ai déménagé à San Francisco que je me suis rendu compte que c'était quelque chose. Maintenant, c'est un petit peu plus courant, mais ça ne veut pas dire qu'il faut passer par les institutions. Par contre, ces institutions-là sont très intéressantes, nous donnent vraiment un bagage, nous aident vraiment à, à mieux cibler qu'est-ce qui nous intéresse dans tout ça. D'ailleurs, ce sera probablement le sujet du prochain Vise Montréal. Scoop! Scoop! Cool. OK, donc je vous remercie tous les deux. On a 5 minutes d'avance. On peut prendre des questions s'il y en a, mais moi, j'en vois pas. Donc, on se rencontre pour prendre une bière? Ah, comment se passe le travail d'équipe avec des collègues qui ne connaissent pas Détroit ni la programmation? Question. C'est une bonne question. Est-ce que quelqu'un veut y répondre? Sinon, moi, j'ai des opinions là-dessus. Moi, j'ai une réponse. Je sais pas qui veut y aller en premier, par contre. Vas-y. Vas-y. OK. Pour moi, c'est un échange en continu avec les personnes avec lesquelles on travaille. Donc, pour ma part, je collabore beaucoup avec des journalistes et aussi des designers. Donc, l'idée pour moi, c'est de rester dans un échange assez étroit avec ces personnes-là tout au long du travail. Donc, de la première étape où est-ce qu'on fait de l'idéation jusqu'à la réalisation, d'être en échange presque tout au long. Puis ça se passe généralement bien. On n'a pas comme j'ai pas nécessairement besoin de comprendre tous les aspects d'un travail d'un journaliste, tout comme un journaliste n'a pas besoin de nécessairement comprendre tous les aspects de la programmation pour qu'on puisse travailler ensemble. Donc, en autant qu'il y a une communication, ça se passe généralement bien. Mhm. Oui, moi c'est la même chose. C'est toujours une collaboration. Puis moi, comme je le présentais, je reste toujours très proche du pipeline de visualisation. C'est-à-dire, OK, vous avez quelque chose à dire. Nous autres, on a ça comme données, on a ça comme outil qu'on peut traduire pour dire ça. Des fois, on ne sait même pas ce qu'on a à dire. On a juste comme un sujet. On a des données, donc il faut fouiller. Mais tout ça, c'est la même chose. Se dire, on a tous ces éléments-là pour faire de l'investigation. Maintenant, il faut leur donner vie. Puis comment on va faire ça? C'est en les rendant de la façon la plus visuelle, puis la plus intégrée avec notre façon d'explorer le monde. Aussi souvent, il faut se rappeler que Détroit, finalement, c'est un outil, puis il en existe d'autres aussi, bien sûr, mais c'est aussi un outil super flexible, comme nous le démontrait si bien Olivia. Puis le plus important, c'est d'avoir quelque chose à dire, puis il faut se permettre de rêver aussi, là. Et c'est ça que personnellement je trouve le plus difficile, d'imaginer ce serait quoi la représentation la plus parfaite et idéale. Puis ensuite, on va se préoccuper de, OK, comment on réussit à faire ça? Peut-être qu'on n'y arrivera pas, mais au moins d'avoir cet objectif. Puis pour avoir ce genre de rêve et d'objectif absolu, on n'a pas besoin de connaître Détroit. Il faut avoir un propos, faut avoir une certaine vision. Puis ensuite, on prend les outils qu'on a, puis on essaie de le construire. Sauf si on a juste une semaine et on est sur le deadline, mais, mais sinon, on peut essayer. Ouais, j'ai eu la Excellent. même expérience en fait personnellement. Ouais. Il y a des choses que techniquement j'aimerais beaucoup faire, mais que j'ai pas un contexte dans lequel je pourrais les employer. Donc à ce moment-là, j'aime beaucoup ça, entendre les idées des designers et des journalistes pour pouvoir avoir un contexte dans lequel utiliser cette technologie-là. Donc j'adore collaborer sur ça. Je pense que ça répond à la question. OK, merci bien. On va être capable de terminer exactement à l'heure si on attend 30 secondes. La réputation de Vise Montréal, toujours à l'heure, toujours à l'heure. Oui, toujours. Donc, est-ce que tu peux nous donner quelques détails
avec les quelques secondes qui restent, sur le prochain? Est-ce que tu en as déjà partagé avec nous? Ce qu'on pensait pour le moment, c'est qu'il y a plusieurs, justement, systèmes pour apprendre la visualisation. Ça passe beaucoup par la communication, mais des fois, c'est plutôt du côté technique, des fois plutôt du côté du design. Ça apprend toutes des perspectives un peu différentes sur la visualisation. Ça l'apprend dans une sorte de package. Après ça, moi, j'encourage tout le monde à sortir dans le milieu puis à apprendre parce que c'est toujours très différent, mais je pense que ça donne une vraie bonne... Il est des 13 heures. 13 heures. Vous verrez La dans suite le au prochain. la suite. OK, merci beaucoup. Merci, salut. Allez, merci beaucoup.